Ok, je lance AZERTY. Internet ? Ah bah je sais pas ce que ça veut dire. C'est comme un énorme Minitel. Internet, c'est le nettoyage. Notre Zoom est consacré ce soir à un voyage orbital qui porte le nom d'Internet. En 2004, Google rachète EarthViewer, connu aujourd'hui sous le nom de Google Earth. Et il y a de fortes chances que ce service de consultation d'images satellites soit le premier que vous ayez connu. Et peut-être que, comme moi, quand cette technologie est arrivée jusqu'à vous, votre premier réflexe a été de regarder votre ville, l'endroit où vous habitez, les lieux connus à proximité de chez vous, comme si cela vous paraissait presque impossible. Et oui, au lancement de Google Earth, on arrivait encore à être fasciné par la tech. Mais bon, cette technologie, elle pose quand même de nombreuses questions. Peut-on vraiment tout voir depuis l'espace ? On le sait, des satellites sont en orbite autour de la Terre et nous regardent. Mais qu'est-ce qu'ils regardent exactement ? Quelle est la véritable utilité de ces engins qu'on envoie dans l'espace ? Pour répondre à nos interrogations, avec Guglielmo, nous avons rencontré Thomas Corpetti, chercheur au CNRS et directeur adjoint du laboratoire LETG de Rennes 2 pour littoral, environnement, télédétection et géomatique. Avant de commencer, je dois faire un aveu. L'observation de la Terre est en partie mon domaine. J'ai travaillé à LETG et je connais bien Thomas. Pour cette émission, je serai donc votre steward de l'espace. Attachez vos ceintures et préparez-vous à vous lancer en orbite. Commençons avec du jargon. Parmi les 4 lettres qui composent le nom LETG, nous nous concentrons sur la lettre T, télédétection. Pour comprendre ce qu'il signifie, il suffit de se rappeler qu'il est composé de télé, qui signifie en latin de loin, et détection, qui signifie tout simplement mesurer. Mesurer de loin. Et c'est quelque chose que vous connaissez bien. Lorsque vous voyez un beau paysage et que vous prenez une photo avec votre téléphone, vous capterez la lumière à distance. En termes techniques, la lumière est un rayonnement électromagnétique. Cette lumière atteint votre smartphone, les capteurs. Dans la télédétection, les capteurs, l'équivalent de votre appareil photo, sont montés non pas sur votre téléphone, mais sur des avions, des drones et sur des satellites. Imaginez donc la Terre et une multitude de petits satellites qui tournent autour et qui la prend en photo. Maintenant qu'on a les bases, on va mettre les 2 pieds dedans. C'est dans cette émission que j'ai besoin de savoir. Est-ce qu'on peut tout voir depuis l'espace ? Est-ce qu'on peut tout observer ? On a toujours le fantasme qu'on peut tout observer et qu'on a tout le temps une caméra au-dessus de nous. C'est pas vrai. Pas encore vrai. On a des images à peu près en permanence qui prennent des observations si on regarde autour de Rennes. Donc, on peut pas garantir qu'il va y avoir une image tout de suite, mais on va en avoir dans les quelques heures. Après, il y a toujours des questions de résolution spatiale. Donc la résolution spatiale, en gros, c'est la précision qu'on va avoir dans un pixel d'une image. Des satellites qui permettent de voir très en détail, il y en a. Il n'y en a pas tant que ça, enfin, il y en a de plus en plus, mais il n'y en a pas encore tant que ça. Mais il existe des satellites avec des résolutions spatiales très très élevées où on peut voir des détails, des résolutions de l'ordre de quelques centimètres. C'est-à-dire qu'un pixel va mesurer 2-3 centimètres carrés. Donc évidemment, on peut voir beaucoup de choses dedans. Après, ces images-là, c'est pas de la vidéo, donc on va pas avoir un flux continu, mais on va avoir une image de temps en temps. Du coup, pour faire simple et expliquer, on peut dire que ces satellites, que nous, la chose qu'on fait, c'est on envoie des boîtes contenant des caméras, si je me trompe pas. Mais est-ce que ces caméras, c'est des caméras normales ? Est-ce que c'est comme ma Canon que j'ai à la maison ? Alors, non. Donc les caméras normales, comme tu dis, donc c'est des caméras RGB. En fait, les appareils photo qu'on a tous les jours sur nos smartphones, etc. C'est des appareils photo qui captent dans 3 longueurs d'onde, donc qui captent du rouge, vert, bleu. Je pense qu'on a tous vu ça sur nos télés ou etc. qui a ces 3 couleurs. C'est les 3 canaux, donc les 3 bandes spectrales qu'on appelle, qui permettent de reconstruire la lumière visible que notre œil peut voir. Après, quand on s'intéresse à de la mesure physique, on est intéressé par voir ce que l'œil peut voir, mais on est aussi intéressé par voir si on peut pas capter de la température, de l'humidité et plein d'autres informations. Et ça, on va pas le voir dans le canal visible, donc dans l'espace que notre œil peut voir, mais on va le voir dans d'autres longueurs d'onde qu'on appelle, donc on a tous entendu parler d'infrarouge, d'ultraviolet. Et ça, c'est des capteurs qu'on a aussi sur les images satellites qui permettent d'accéder à pas mal d'informations qui sont encore plus riches que juste une caméra et un appareil photo Canon ou Sony classique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de l'imagerie passive, c'est-à-dire qu'on va capter
ce que la Terre émet. On peut aussi faire de l'imagerie active. On a tous entendu parler de radar. Maintenant, on entend aussi parler de lidar. Mais donc là, l'imagerie active, c'est le satellite qui va lancer un signal, une onde radar par exemple. Cette onde radar va évoluer dans l'atmosphère, va percuter un certain nombre d'objets et va être réémise vers le capteur. Et en fait, l'analyse de ce signal réémis fournit aussi d'autres types d'informations, donc encore différentes de l'infrarouge, etc. Ok, donc les données satellites avec lesquelles travaille Thomas ne sont vraiment pas les mêmes qu'on peut retrouver sur Google Earth. On y reviendra. Si je reviens sur ce qu'a dit Thomas, on a deux types d'imagerie, donc l'une où l'on observe les émissions brutes de la Terre et une autre dans laquelle l'outil d'observation est actif dans le processus de conception d'une image, notamment grâce aux ondes lidar et radar. Mais alors, ce genre de capteurs, ils ont un intérêt que depuis l'espace ? Sur des satellites, mais aussi sur de l'imagerie aérienne par des avions, sur des drones. Et ça, des capteurs lidar, on en met des fois dans des pièces pour avoir la géométrie 3D d'une pièce, en cinéma par exemple, pour faire de la reconstruction. Donc on peut utiliser partout. Après, il y a toujours des compromis à trouver. Donc le satellite, c'est très intéressant parce qu'il est en orbite en permanence, donc il va pouvoir faire d'acquisition quand on le souhaite. Le drone, par exemple, ça va être très flexible pour faire une mesure à un moment donné ponctuel, mais il faut qu'il n'y ait pas de nuages, il faut qu'il n'y ait pas de vent, pas trop de vent pour faire voler le drone. L'imagerie aérienne, pareil, ça va dépendre des autorisations de vol, si on peut survoler certaines zones en milieu urbain, mais chacune ont des spécificités. Donc le satellite, on va dire, c'est un peu le fond. Ils sont tout le temps là à tourner, ils peuvent fournir de l'information, et le drone et l'imagerie aérienne peuvent fournir des informations vraiment localement précises, par exemple après un tremblement de terre, après une crue, pour apporter une vue plus immédiate, sans attendre que le satellite passe, et peut-être plus précise aussi. Comme l'a dit Thomas, il s'agit de méthodes de mesure actives, c'est-à-dire que notre appareil photo, entre guillemets, émet un signal électromagnétique et capte ce qui lui revient. Un peu comme quand on prend une photo avec les flashs parce qu'il fait trop sombre. On envoie de la lumière et on capte le retour. Bon, nous connaissons tous et toutes les termes radar. Par exemple, quand on craint un excès de vitesse sur l'autoroute. Et en général, dans un radar, les signaux émis, les flashs, est une onde radio. Dans un lidar, en revanche, les signaux émis est une lumière, par exemple une lumière infrarouge. Ce qui change entre les deux est le type de rayonnement qu'on envoie. Il y a aussi d'autres différences, mais c'est pas important pour notre discussion. Ce qui est important est que ces deux méthodes permettent de voir des choses très différentes. Par exemple, les radars permettent de voir même lorsqu'il y a du brouillard ou des nuages. Et c'est pourquoi ils sont très utilisés en météorologie par exemple. Cependant, ils sont souvent moins précis qu'un lidar. Le lidar, quant à lui, peut fournir des modèles 3D avec une très grande précision, de maquettes numériques d'un objet, mais avec un mauvais temps, on n'y voit rien. Bon, dit comme ça semble que nous soyons dans un domaine très technique et éloigné de la vie quotidienne. Et je pense plutôt que des exemples nous aideraient à comprendre les niveaux que ces technologies ont atteints. Donc le lidar, effectivement, permet de faire des modèles 3D avec une très grande précision de ce qu'on observe. Donc, il y a beaucoup de personnes, par exemple en géologie, qui s'intéressent au suivi de déformations de roches ou de falaises. Donc, c'est vraiment des déformations infimes et qui sont sur des échelles de temps très longs. Et en faisant des relevés lidar, donc là, c'est pas des données aéroportées, hein, c'est terrestre. On vient avec un capteur lidar, on fait un scan 3D de la falaise et on revient un an après et on essaie de capter des micro-variations. Donc jusqu'à présent, il y a beaucoup d'informations 3D, donc beaucoup de villes font des relevés lidar, pas toutes, mais Rennes par exemple, Rennes a 2 ou 3 relevés lidar au cours de ces dernières années, donc vraiment des modèles 3D à très haute précision de la ville de Rennes, où on peut refaire tous les bâtiments, la végétation, etc. Mais actuellement, en France, il n'y a pas un modèle unique de France 3D actuellement, mais il y a un gros projet en cours, hein, il est porté par l'IGN, qui s'appelle LIDAR HD, et l'idée c'est de faire un scan 3D de la France entière à très haute résolution. Donc ça va être ça va changer les choses, je pense, au niveau recherche, parce que ça va nous fournir des données qui sont assez uniques. Et l'idée de l'IGN, c'est aussi de refaire ce genre de relevé régulièrement, en gros, donc pour voir l'évolution en 3D de tout le territoire français. Et ça va changer des choses d'un point de vue analyse et observation de l'environnement, notamment toutes les études qu'on fait. Enfin, nous, dans notre cas, on fait beaucoup d'études en milieu urbain. Pour analyser l'environnement en milieu urbain, on a besoin de savoir comment évoluent les quartiers, comment évoluent les bâtiments, où se situe la végétation, etc. Et là, ça va être des données assez intéressantes en fait pour travailler dessus.
Et là, pendant notre entretien, j'ai bien senti Thomas enjoué par le fait d'avoir une France en 3D grâce aux données LiDAR. Mais à ce moment-là, je peux pas m'empêcher de penser aux dérives potentielles d'une telle technologie. Personnellement, ça me fait peur de savoir qu'on peut avoir de super données 3D depuis l'espace, d'en bas de chez moi. Alors, est-ce que les chercheurs se posent ce genre de questions autour de la vie privée ? Je vais répondre un petit peu à côté d'abord, mais par exemple sur la ville de Rennes est très intéressée par l'état de la végétation dans la ville, parce que la végétation, ça a beaucoup d'influence sur le climat, sur la pollution, donc c'est dans tous les problèmes actuels, c'est important de bien maîtriser la végétation. Et en fait, la ville de Rennes, les services de la ville de Rennes ne connaissent que la végétation publique, et encore, il faut aller sur le terrain, faire des relevés, et ne connaît pas en fait toute la végétation privée, alors qu'à Rennes, il y a énormément de pavillons, dans Rennes intramuros, avec des arbres et qui apportent beaucoup de végétation. Donc ça, c'est des choses qu'on peut voir par satellite, mais effectivement, on va compter les arbres, les haies chez les gens, dans la vie privée des gens. Donc. Mais ça, le satellite le fait par défaut, c'est-à-dire que le satellite va tout scanner indépendamment de l'espace public, de l'espace privé. Alors pour l'instant, les satellites gratuits, les images disponibles librement sont à des résolutions spatiales modérées. Donc un pixel va correspondre à 10 mètres sur 10 mètres, donc on peut voir s'il y a un arbre dans le jardin des gens, mais on va pas distinguer des personnes, etc. Mais effectivement, ça pose des vraies questions de vie privée, qui posent des problèmes de droit. Donc pour l'instant, dans les données qui sont fournies librement, les résolutions ne sont pas suffisantes pour vraiment être intrusifs. On peut évidemment voir si les gens ont des piscines, s'ils ont, on peut voir leur aménagement intérieur dans leur jardin. Mais ça reste, on n'arrive pas à accéder encore à de l'information très précise. Mais c'est une vraie question, surtout qu'on est dans une ère d'open data, donc d'essayer de fournir les données, etc. Mais effectivement, c'est des questions qui sont de plus en plus présentes, les questions de vie privée pour de l'observation de la Terre. Bon, nous avons parlé de ce que ces satellites peuvent voir, le modèle 3D et quelques applications. Mais il manque encore le corps du travail de Thomas et de son laboratoire. Finalement, ces laboratoires portent aussi le mot environnement dans son nom. Essayons donc d'expliquer un peu plus en détail comment cet univers des satellites devient intéressant pour la recherche scientifique en géographie et environnement. De manière générale, il y a beaucoup de phénomènes qui sont émergents, des phénomènes climatiques violents. Il y a beaucoup de dérèglements qu'on observe partout, en milieu urbain, en mer, avec donc toutes les questions liées au réchauffement. Donc ces phénomènes, on les observe. On se doute bien de l'origine, de la cause qui est liée à un réchauffement climatique. Après, il y a plein de choses qui ne sont pas encore comprises. Donc les villes se densifient énormément. Avec la densification, il y a des problèmes, donc il y a l'habitat qui devient de plus en plus massif. Ça crée des îlots de chaleur parce que ça c'est des phénomènes physiques, mais les rayons du soleil peuvent être piégés entre des bâtiments, etc. Donc on voit bien que si on a des bâtiments de plus en plus hauts, ça va emmagasiner un peu plus de chaleur. Donc il y a un phénomène d'îlot de chaleur. Il y a des phénomènes de pollution parce qu'il y a plus de monde, etc. Et on a tendance à penser, à juste titre, que les arbres sont une bonne réponse parce que les arbres absorbent du CO2, les arbres permettent de rafraîchir un peu les villes avec de l'évapotranspiration, etc. Et par contre, on s'est rendu compte aux canicules de 2022 et même à l'été 2023 qu'il y a des arbres qui sont morts en ville alors qu'ils étaient au milieu de parcs et donc ils ont dépéri et alors qu'ils étaient a priori dans des conditions bonnes, et il y a des arbres qui ont résisté alors qu'ils étaient au milieu de bitume dans des rues, etc. Et du coup, il y a des problèmes actuels. Là, les arbres, en gros, vont pas bien en ville et on ne sait pas pourquoi. Et on observe des choses surprenantes. Donc, on essaie, par exemple, de comprendre ça. Il y a des phénomènes qui sont pas compris. Par exemple, des phénomènes météo aussi violents qui vont générer des très fortes pluies très localisées et qui vont faire énormément de dégâts. Et on ne sait pas pourquoi ces phénomènes se créent. On n'arrive pas à trouver des signes précurseurs. Donc on analyse vraiment ce genre de phénomène, et la démarche c'est vraiment de l'observation. Donc on observe ces phénomènes-là, donc on va essayer de remonter à des informations de végétation, mais aussi dans les arbres des informations sur leur contexte, est-ce qu'ils sont dans des parcs, dans des zones urbaines, etc. Donc derrière on a besoin de détecter tout ça, et en fait on va essayer de comprendre en fait ce qui crée ces phénomènes, ce qui peut les déclencher ou pas, et dans le but de fournir des outils d'aide à la décision, donc d'aménagement urbain dans le cas des arbres, ou des outils d'aide déjà d'alarme un petit peu plus précis pour les phénomènes climatiques, mais dans le but en gros de comprendre et de modéliser ce genre de phénomènes qui ne sont pas encore complètement compris. Tu as donné plein d'exemples, et c'est des exemples qu'on peut entendre cités dans les médias, notamment à travers le projet Copernicus, je crois. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ?
Alors le projet Copernicus, c'est un projet lancé par l'Union européenne, donc un très grand projet, très vaste projet d'observation de la Terre. En gros, donc il y a des enjeux aussi géopolitiques, on va dire, mais c'est important pour l'Europe d'avoir ses propres systèmes d'observation. Donc Copernicus a lancé un très grand nombre de satellites d'observation de la Terre, et notamment toute la constellation Sentinelle, qui est beaucoup utilisée. Et en gros, la constellation Sentinelle, ça révolutionne un petit peu la manière dont on fait de l'imagerie satellite. Donc, je vais vous donner un exemple. Jusqu'à présent, quand on veut une image satellite, par exemple sur la ville de Rennes, on fait une commande à un fournisseur d'images satellite. Donc en France, il y a Airbus, par exemple, qui est un fournisseur d'images. On lui dit j'aimerais bien une image lors du prochain passage du satellite sur Rennes. On fait la commande. Le satellite, quand il passe au-dessus de Rennes, il prend une série de photos et bon, il traite l'image. Et après, on reçoit l'image satellite sur Rennes. Donc ça marche en général comme ça à la commande. Sentinelle, c'est un satellite qui va prendre des photos en permanence de tout ce qu'il voit. Donc, ce qui fait que sur un même site, on va avoir, sur Rennes, par exemple, on va avoir des images tous les 3-4 jours. Donc, c'est à 10 mètres de résolution spatiale, ce qui n'est pas de la très, très haute résolution, mais ce qui est quand même pas mal. Et en fait, ce qui fait qu'on a des données, un flux de données complètement énorme. Donc, ce qui pose aussi des questions de traitement, de stockage, etc. On a des données en continu sur l'ensemble du globe qui sont fournies. Du coup, on a en gros des satellites que tous les jours, tout le temps, ils envoient de la data sur Terre et toutes ces données sont stockées où, sont gérées par qui et est-ce qu'elles sont vraiment utilisées? Concrètement, elles sont sous-utilisées parce qu'on a un flux de données énorme. Alors, elles sont stockées où? Donc, c'est Copernicus qui a ses propres systèmes de stockage. Donc, en France, le CNES stocke les données Sentinelle et fournit des accès aux données Sentinelle. Le problème, et c'est un problème, c'est que ils sont performants, mais disons qu'il y a des boîtes privées comme Google qui fournissent aussi l'accès aux données Sentinelle et c'est peut-être plus facile de passer par les interfaces de Google que les interfaces du CNES. Il y a aussi un certain nombre de boîtes privées qui sont développées autour du traitement de données Sentinelle, autour de la valorisation des données Sentinelle. Donc, il y a Carmap qui est issu du laboratoire et qui, elle, traite les données Sentinelle pour fournir chaque mois une donnée, une image bien propre et accessible au grand public sur l'ensemble du globe. Mais effectivement, elles sont complètement sous-exploitées. Et du coup, il y a aussi des entreprises qui prennent ça pour essayer de fournir du service dessus, parce qu'on sent qu'il y a un potentiel énorme, mais qui est complètement sous-exploité. Du coup, on a dit, on a cette génération de données, ces données arrivent sur Terre. Pour moi, il manque un morceau, tu l'as déjà nommé. Qu'est-ce qui se passe une fois que ces images arrivent? Comment on les traite? Qu'est-ce qu'on fait? La donnée satellite, quand elle arrive déjà, quand on la voit sur Google Earth, c'est super bien, elle est bien calée, on peut superposer une carte dessus, etc. Mais déjà, il y a tous ces problèmes de bien la caler, la géoréférencer. C'est une technique en soi, enfin, c'est des choses à faire quand on reçoit une image brute, de bien la spatialiser. Il y a aussi pas mal de questions de correction atmosphérique, géométrique, donc pour qu'elle soit un petit peu homogène, pour que si on a une image de la même zone 2-3 jours après, qu'on puisse les comparer. Donc, il y a beaucoup de pré-traitements en fait à faire sur les données en recevant le signal brut, donc qui est vraiment un signal qui va être émis par le satellite, qui va nous donner des informations sur l'image. Et après, derrière, une image, c'est d'un point de vue traitement de données, c'est un tableau de nombres. Donc une image en 2 dimensions, ça va être un tableau de nombres avec et dans chaque nombre, ça va être un vecteur en fait où on va voir toutes les informations de la couleur rouge, vert, bleu ou infrarouge, etc. Et derrière, toutes les techniques de passer de cette information-là brute numérique à une quantité de chlorophylle, à dire là je suis dans une zone urbaine, je suis dans un lac, etc. Là, c'est tout le domaine du traitement de données. Et là, il y a énormément de choses à faire. Et donc là, il y a beaucoup de gens, donc data science en général, mais tout ce qui est traitement de données, là, il y a énormément de recherches à faire pour en fait interpréter ces données un petit peu automatiquement. Et c'est à ce moment-là que vous utilisez l'intelligence artificielle? Oui, exactement. Donc là-dessus, l'intelligence artificielle, on n'en utilisait pas avant que ça arrive. C'était tout le domaine du traitement d'images. Et effectivement, depuis l'arrivée, depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années de l'IA et des méthodes de réseau de neurones qui ont révolutionné pas mal de choses dans tous les domaines, dans le domaine spatial. Et aussi, on s'est mis à ces données-là. Et ça a apporté beaucoup de gains en fait dans pas mal de tâches de reconnaissance en observation de la Terre. Bon, ça s'entend, je voulais que Thomas nous parle d'intelligence artificielle.
D'une part parce que je savais que ça représentait une grosse partie de son travail, et d'autre part parce que j'avais pas réellement compris comment l'IA pouvait servir la recherche en observation spatiale. Mais il y a quand même quelque chose qui m'intrigue, c'est le regard critique qu'on peut poser sur le travail d'une IA. J'enregistre cette émission en 2024 et aujourd'hui, perso, quand j'entends IA, je peux pas m'empêcher de penser aux résultats approximatifs qu'on peut avoir. Qu'en pense Thomas ? Nous, dans notre domaine, je pense que quand on fait un peu de traitement de données, on sait très bien mesurer la fiabilité. Et effectivement, il y a un travail de pédagogie à faire. Enfin, souvent, même quand on entend dans les médias grand public, l'algorithme a interprété que, ou l'ordinateur a dit que, etc. On sait très bien que derrière, il n'y a pas de magie, c'est des humains qui les programment. L'IA, les techniques d'intelligence artificielle, comme on entend, récemment, ont permis des très grands progrès. Si je sors du domaine satellite, essayer de reconnaître automatiquement dans une image, par exemple, si on a un chien, un chat, une montagne, etc. Avant l'IA, les meilleures méthodes avaient à peu près 70-80% de bonne précision. Maintenant, elles sont à 95% de bonne précision, ce qui est la précision d'un être humain. C'est-à-dire qu'un être humain, si on lui donne 2000 images à classer, il va pas faire 100%, il va faire à peu près 95%. Donc là-dessus, il y a des gains très importants. Après, en observation de la Terre, je pense qu'il faut faire très attention parce que justement, autant si on voit une image d'un chien ou d'un chat, que l'ordinateur dit c'est un chat et qu'on voit que c'est un chien, on est capable de le voir. Quand une méthode d'IA en observation de la Terre va dire là, il y a tant de chlorophylle ou là, c'est telle espèce d'arbre, etc., on n'a pas le même regard critique et la question de la validation, elle est très importante. Donc effectivement, tout n'est pas fiable et faut pas avoir une confiance aveugle dessus. Et sachant qu'il y a des problèmes aussi, donc par exemple, toutes les techniques de deepfake qu'on voit, elles sont marrantes, elles sont rigolotes pour des applications grand public. On peut s'en servir aussi en traitement de données parce que ça peut permettre par exemple, si on veut améliorer la précision d'une image satellite, ça peut permettre de fournir, on peut utiliser ce genre de méthode pour essayer de voir plus précisément, par exemple à l'intérieur d'une ville, essayer de détecter les arbres de manière plus précise, etc. Ces méthodes-là, donc elles fournissent des résultats visuels qui sont super impressionnants en fait. On se dit waouh, d'un coup on a une image dont la résolution est bien augmentée, mais là ça peut générer beaucoup de données aberrantes, incohérentes. Et il faut être très prudent là-dessus. Oui, complètement. Alors là, j'avoue que je suis un peu perdu avec ce que vient de dire notre invité. Quand Thomas dit qu'on peut se servir des mêmes méthodes que celles qu'on utilise pour faire des deepfakes, je suis un peu choqué. Généralement, quand on parle de deepfake, on parle d'une fausse photo ou d'une fausse vidéo générée par une intelligence artificielle à partir d'une grande base de données. Je vous renvoie à notre émission sur l'IA avec Aurélie Lemaître, dans laquelle on va plus loin dans nos explications. Bref, j'avais compris que l'IA était pratique pour gérer de gros volumes de données, mais là, si j'écoute ce que me dit Thomas, les chercheurs peuvent carrément utiliser de l'IA générative pour créer, ou en tout cas améliorer les images qu'ils vont observer. Je demande à notre invité de m'en dire plus. Un exemple très classique, j'ai une image Sentinelle qui a 10 mètres de résolution spatiale. Donc 10 mètres de résolution spatiale, il faut imaginer si on regarde une ville, on va globalement distinguer, si on regarde Rennes, on va tout distinguer, le parc du Tabor, la place de Lys, etc. On va pas bien voir les haies, les contours, les routes dans les détails, etc. Donc on peut, pour des applications par exemple agricoles de détection des haies où on veut avoir les parcelles précises, donc on peut chercher à améliorer la résolution spatiale des images. Donc faire une image de la même zone mais avec plus de précision. Et là, en fait, les techniques qui sont les plus impressionnantes visuellement utilisent les mêmes genres de techniques que les deepfakes, c'est-à-dire qu'on va montrer à un algorithme d'IA plein d'images à très haute résolution, donc des images comme il s'attendrait à voir, et après on lui montre l'image à moyenne résolution et il va essayer de reconstruire l'image la plus probable, la version haute résolution la plus probable. Et là, ça peut produire des résultats donc visuellement super impressionnants, mais donc si c'est juste pour améliorer le confort visuel, c'est bien. Si derrière on veut faire de la mesure physique, mesurer évaluer ou identifier des espèces d'arbres ou des taux de chlorophylle ou des choses comme ça, là par contre ça produit des choses qui sont pour l'instant incohérentes. Ainsi, lorsque l'on voit des images satellites ou des produits dérivés, par exemple des cartes de végétation en ville, il est possible qu'une IA soit passée par là. Perso, je trouve que c'est un bon exemple de l'imprégnation de l'IA dans le numérique et dans la société, notamment derrière la face visible des modèles les plus populaires. On l'a déjà dit, mais le monde de l'IA ne se limite pas à ChatGPT et Midjourney. Mais il y a une chose qui nous étonne dans l'industrie aérospatiale. Thomas travaille à Rennes 2, sur des modèles d'IA qui analysent des images venant de l'espace, des satellites qui ont été conçus et construits par des ingénieurs,
qui ne sont pas sûrement sur les campus d'RN2. Du coup, ça semble que la machine mobilisée par cette industrie n'est pas exactement petite. Mais bon, alors, quels sont les liens entre un chercheur ou une chercheuse en bout de chaîne comme Thomas et les ingénieurs concepteurs qui, les satellites, les font? Tous ces acteurs travaillent-ils séparément ou ensemble pour se mettre d'accord sur ce qu'il faut envoyer dans l'espace? Et comment ils travaillent? En France, le CNES ou l'Agence spatiale européenne est sans cesse en train de réfléchir à des nouveaux capteurs, des nouveaux satellites. Et il y a tout un protocole qui est vraiment bien calibré. Il y a différents niveaux entre la preuve de concept, l'idée du satellite, la preuve de concept, des tests, etc. Donc il y a tout un protocole qui mêle des concepteurs et les chercheurs, etc. Donc, par exemple, on est dans un projet pour un satellite thermique, donc qui va mesurer des températures. Et là-dessus, donc, il y a pas mal d'études amont de faisabilité. Après, il y a des études de terrain, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire des vols aériens qui vont essayer de reproduire, donc sur des sites d'études, le plus fidèlement possible le type d'image que le satellite ferait. Et après, il y a des projets de recherche autour. On exploite ces données et on essaie de voir ce qu'on peut en faire. On voit si c'est intéressant, etc. On fait remonter ça. Et après, donc, il y a tout un système, tout un protocole en 7 ou 8 étapes qui va, à la fin, si tout est passé, jusqu'à la conception du satellite. Mais oui, les chercheurs sont bien impliqués dans la création des satellites. Et effectivement, c'est important. Et du coup, la méthodologie, c'est vraiment d'essayer de reproduire sur Terre, avec des avions, le type d'image le plus finalement possible, le type d'image que les satellites feraient. Et derrière, on lance des projets de recherche et on regarde la faisabilité. Les satellites, ils sont primordiaux pour le travail de Thomas. Ça, on commence à le comprendre. Pour autant, il y a un sujet qui revient souvent lorsqu'on parle d'eux et qu'on n'a pas encore abordé, c'est les déchets spatiaux. En gros, quand on arrête d'utiliser un satellite, il continue de tourner en orbite autour de la Terre, sans servir à grand-chose. Ça, c'est un truc que je savais avant l'émission. Par contre, ce que je savais pas, c'est les raisons qui nous font arrêter l'utilisation d'un satellite. Alors, un satellite, il a besoin pour fonctionner d'énergie quand même. Donc, il est en orbite. Donc, c'est un phénomène physique et mécanique qui fait qu'il tourne en permanence. Mais des fois, il peut un peu dévier de sa trajectoire. Donc, il a besoin d'un petit peu d'énergie des fois pour se corriger de sa trajectoire. Il a aussi des systèmes d'acquisition, etc. Donc, il a besoin d'une énergie. Et ça, on est obligé de lui donner au début. Parce que on peut pas l'alimenter, on peut pas le recharger sur place, donc il part avec des batteries, des panneaux solaires, etc. Mais à un moment, il va plus fonctionner. Il y a aussi l'usure des matériaux et des capteurs sur place, etc. Donc les satellites en général, ils sont prévus pour une durée de vie, donc ça dépend du satellite. Mais il y en a qui tiennent très longtemps. Par exemple, il y a Spot en France. Spot, ça veut dire satellite pour l'observation de la Terre. Et les satellites ont duré bien plus longtemps que prévu. Et après, il y en a aussi qui durent moins longtemps que prévu, mais disons qu'ils ont besoin d'énergie, donc il faut les alimenter et donc ils sont obligés de partir avec une réserve d'énergie qui à un moment va s'épuiser. Et parfois, il y a des pannes ou les capteurs qui ne marchent plus, etc. Les mondes de l'observation de la Terre est, selon Alex et moi, un exemple parfait de l'un des plus grands problèmes, peut-être même un paradoxe du numérique d'aujourd'hui. Nous avons rempli l'espace autour de la Terre avec des milliers de satellites. Certains d'entre eux sont là pour comprendre comment fonctionne notre planète et comment nous la changeons. Et donc pour la protéger, limiter les dégâts et s'adapter à des changements qu'il est trop tard pour éviter. Un objectif que je dirais pour les moins noble, même nécessaire. Mais ces satellites sont d'une part voués à devenir des déchets et d'autre part, ils envoient un flux continu de données entre l'espace et la Terre. Ces données sont sous-exploitées et analysées par des technologies gourmandes en énergie telles que l'IA. Or, idéalement, l'un des objectifs du numérique est de nous aider à résoudre des problèmes de notre société. Bon, ce n'est pas toujours le cas, mais ce n'est pas la question ici. La question est la suivante. À quel moment le développement technologique continu est-il réellement un outil pour améliorer nos vies, et celles de tous les êtres vivants dans ces cas, et à quel moment devient une fuite en avant? Comment trouver un équilibre? L'impression est qu'il n'est pas du tout évident de savoir quand le numérique devient un frein, qu'il devient du technosolutionnisme, au lieu d'être un véritable progrès. Et ces doutes n'agitent pas seulement l'observation de la Terre, mais tout le numérique en général. En même temps, soyons clairs, nous ne disons pas ici qu'il faut cesser d'observer la Terre, mais qu'il est difficile de faire un état de lieu global, et aussi que ce n'est pas notre rôle. Mais la question reste ouverte collectivement. À quel point c'est trop et à quel point on a toujours besoin parce que l'application mérite. C'est pour ça que vers la fin de nos discussions avec Thomas, nous essayons de comprendre comment il vit cette peut-être contradiction intrinsèque à son travail.
D'un point de vue purement personnel, c'est pas que j'ai l'impression de me cacher derrière une bonne conscience en me disant que je travaille sur des questions d'environnement, mais si on veut être un petit peu provocateur, on peut se demander si finalement avec tout ça on fait pas plus de mal à l'environnement que qu'on lui apporte de réponses. Bon, je pense pas, hein, j'y crois quand même, mais effectivement, je pense qu'on est dans une phase où il va falloir se raisonner un moment dans l'avenir parce qu'on peut pas lancer des satellites indéfiniment. Ça a aussi un coût écologique de lancer des satellites. Et alors c'est super d'un point de vue technologique d'être tout le temps de plus en plus précis, d'avoir des observations de plus en plus fines, mais pour l'instant, je pense effectivement qu'on est dans un peu comme dans tous les domaines, on a été dans une phase où on a lancé, on a des satellites partout, on acquiert des données, et on sent bien que dans l'intelligence artificielle, par exemple, maintenant on parle d'IA frugale, on essaie de faire attention à la consommation. Je pense que dans le satellite, on va aller par là, même si c'est pas encore des choses dont on entend parler beaucoup. Et sachant que dans le satellite, il y a aussi beaucoup d'enjeux militaires, de souveraineté, etc. Donc je suis pas sûr que ça s'arrête tout de suite parce que c'est un vrai enjeu de puissance aussi pour les États d'être capable d'observer un petit peu partout. Et finalement, à mon avis, si on a tous ces satellites-là, d'un point de vue civil, c'est qu'on bénéficie de tous les satellites qui sont lancés à des points de vue militaires. Et du coup, il y a des capteurs un petit peu pour des applications civiles qui sont mis dessus. Et du coup, le satellite militaire, je ne suis pas sûr que ça s'arrête, surtout dans un monde un petit peu en tension, polarisé, etc. Ça reste un outil important. Cette émission se terminera donc avec cette réflexion. Est-ce que tout cela vaut le coup ? On vous laissera y répondre. En attendant, nous, on remercie grandement Thomas Corpetti, chercheur au CNRS et directeur adjoint du laboratoire LETG de Rennes 2, pour avoir accepté de répondre à nos questions. On espère que cette émission sur l'observation de la Terre depuis l'espace vous aura plu. Si c'est le cas, on vous invite à vous abonner à l'émission sur la plateforme d'écoute de votre choix et à nous laisser un commentaire ou des étoiles. Dans cette émission, on aura parlé d'IA et si c'est un sujet qui vous intéresse, on vous invite à aller écouter notre entretien avec Aurélie Lemaître, une chercheuse qui travaille sur une IA mélomane. Bref, il est déjà temps de nous laisser. On se dit à très vite dans Azerty. Tu veux pas nous rappeler comment ça marche, Internet ?